Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce live avec Caroline Deliri, formatrice certifiée en communication non violente, qui a intervenu déjà 2 fois dans les sommets de l'éducation, donc vous l'avez peut-être déjà rencontrée. Alors dans ce live, vous verrez qu'on aborde des cas pratiques à partir de situations apportées par les participants, voilà des cas rencontrés dans nos vies de parents, avec nos conjoints, nos enfants, auxquels on peut facilement se relier, et Caroline nous a apporté vraiment des pistes et des éclairages très précieux pour aborder ces situations du quotidien. Et puis elle nous présente aussi un cycle de 10 ateliers communication non violente dédiés spécifiquement aux parents qu'elle propose par le biais de l'association Déclic CNV Éducation. Je lui ai demandé de monter ce groupe parce que j'étais intéressée en tant que maman de pouvoir faire cela à distance. Et donc elle vous présente les thématiques, les modalités pratiques et puis comment se passent concrètement ces rencontres. Bonne écoute. Je te laisse te présenter, Caroline, la parole est à toi. Ouais, merci Emeline, bonsoir tout le monde. Alors bon, donc je n'ai pas encore assez d'espace chez moi pour avoir ma pièce. Voilà, donc il y a un petit nain qui essaye de s'incruster, qui sera peut-être derrière, donc c'est mon fils, Ananda. Donc oui, donc je me présente rapidement. Donc je suis Caroline, je suis formatrice certifiée donc du Centre international de la communication non violente. Et surtout, j'interviens beaucoup pour l'association Déclic, effectivement, qui est l'association française spécialisée dans l'éducation en France, qui existe depuis 2015. Et donc, j'interviens auprès de parents, d'éducateurs, dans les crèches, dans les écoles, enfin voilà, dans le milieu de l'éducation au sens large. Et donc, avec Emeline m'a invité 2 fois au sommet de l'éducation pour parler parentalité. Et c'est vrai qu'au sein de Déclic, on a mis en place, il y a déjà je ne sais pas combien d'années, mais voilà, un petit nombre d'années, des ateliers par an, donc 2 cycles d'ateliers par an pour découvrir la communication non violente, mais appliquée spécifiquement à la parentalité. Donc, c'est un premier cycle qui permet de découvrir la communication non violente, hein, déjà, voilà, tout simplement, et de mieux comprendre en fait qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce qui se passe pour mes enfants, particulièrement dans les moments qui sont un peu challengeants, de voir comment on peut s'écouter, comprendre les besoins de chacun et essayer de voir est-ce qu'on peut arriver à tous ensemble en famille à vivre ce qu'on a envie de vivre, voilà, avec l'idée que chacun soit respecté en fait dans ce qui est important pour lui et que les enfants puissent grandir aussi en fonction des besoins de leur âge, voilà, qui évolue, hein, la petite enfance jusqu'à l'adolescence, c'est pas la même chose. Donc on essaie d'explorer tout ça. Euh, et puis, c'est aussi une occasion pour les parents de partager, parce que forcément, on fait plein de... C'est très pratique hein, comme formation, la communication non violente. Donc, à chaque fois, on est par petits groupes et on s'expérimente ensemble. Et donc, c'est aussi l'occasion entre parents de pouvoir partager nos difficultés, de pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Il y a des moments où on partage aussi, s'il y a des parents qui disent, voilà, moi j'ai essayé ça, ça a marché. Voilà, c'est aussi des moments où on peut échanger sur ça, où c'est ouvert d'exposer toutes les situations qu'on a envie d'exposer. Donc, il y a un cycle d'ateliers avec des thèmes précis que je pourrais vous donner après si vous voulez avoir les précisions. Et en même temps, on s'adapte aussi en fonction du groupe et en fonction des demandes des parents. Et puis après, il y a un cycle 2 qui est un approfondissement, voilà, une fois qu'on a vu les bases. Donc, moi, je n'ai pas envie d'en dire beaucoup plus. Je préfère répondre à vos questions, en fait. Surtout que je vois qu'on voilà, on n'est pas non plus 50. Donc, je veux bien que, voilà, si vous avez des questions, on puisse partager ensemble. Déjà, je voulais savoir, Caroline, du coup, en fait, le cycle 1 et le cycle 2, du coup, vont ensemble ou est-ce que, par exemple, si on a déjà suivi un parcours CNV, par exemple, de niveau 1, est-ce que on peut venir directement au cycle 2? Est-ce que faire le cycle 1 sans le cycle 2, ça n'a pas trop de sens? Enfin, comment ça se passe là-dessus? Si, tout à fait. Quelqu'un qui a suivi déjà des modules de base, je dirais à minima quand même 2 modules, c'est-à-dire 4 jours de CNV, peut tout à fait rejoindre un cycle 2. Et donc, du coup, oui, tu disais, il y aura beaucoup de cas pratiques. Est-ce que peut-être les cas pratiques, je ne sais pas, c'est un peu compliqué de faire un exemple, mais c'est un peu comme on avait fait dans les interviews finalement du sommet de l'éducation, c'est qu'on vient avec une problématique qu'on a et puis finalement, comment ça se passe? C'est un jeu de rôle avec toi ou c'est avec les autres participants? Alors, c'est pas forcément des jeux de rôle, ça on peut faire ça. En tout cas, on va déjà réexplorer ensemble un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de vivre en famille, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous,
On va faire un petit tour aussi dans notre histoire pour se rendre compte un peu de voilà, qu'est-ce qui nous a inspiré, qu'est-ce qui nous a moins inspiré. Voilà, on fait déjà un petit état des lieux. Et puis, on commence à entrer doucement dans le processus de la communication non violente et se remettre en lien avec nos émotions, nos ressentis et essayer de comprendre voilà, de quoi ça parle chez nous. Et ensuite, on va explorer des situations concrètes avec des enfants en famille, enfin avec des enfants, avec nos conjoints aussi, hein, évidemment. La famille, voilà, on peut se challenger aussi dans le couple. Et puis, on va aller regarder dans des situations conflictuelles. On va faire un peu un arrêt sur image pour se rendre compte qu'est-ce qui se passe pour chacun. Donc, pour moi, et puis pour mes enfants, et puis pour mon partenaire, s'il est aussi dans l'histoire. Et progressivement, voilà, on va apprendre à apprivoiser ça. Après, on va aussi apprendre ce que c'est que l'écoute empathique dans la communication non violente. Qu'est-ce que nous, on entend par écoute empathique? Pouvoir être vraiment présent à soi et à l'autre quand il se passe quelque chose. Ensuite, on va aussi aller regarder comment est-ce qu'on peut apprendre à dire quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, d'une manière qu'elle soit entendue par l'autre et qui permette, si possible, de ne pas tout de suite monter dans les tours, mais en tout cas d'essayer de se comprendre. On va aussi regarder comment est-ce qu'on apprend à dire ce qui convient, c'est-à-dire on ira explorer un peu en détail le monde des compliments, parce qu'on a été habitué aux compliments, et on va voir que ce n'est pas forcément toujours facile non plus d'accueillir un compliment, et comment est-ce qu'on peut plutôt parler de ce qu'on aime que de mettre des étiquettes ou des qualificatifs voilà, sur nos enfants, sur nos partenaires. Et puis, on commencera un petit peu à voir comment on peut faire des dialogues en entier avec la communication non violente. Donc ça, c'est le cycle 1. C'est en gros un petit peu le cycle 1 de ces ateliers-là. Et dans le cycle 2, on est vraiment davantage sur... ah ben voilà. Donc, tu l'as mis. Voilà, super. Et donc, dans le deuxième cycle, effectivement, là, on rentre plus dans le détail. On continue à approfondir des dialogues, surtout en situation conflictuelle. On va voir qu'on peut faire autrement qu'avec punition et récompense. En même temps, on va aussi voir qu'on peut poser ses limites avec fermeté. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est dans la bienveillance qu'il n'y a pas des moments où c'est important de poser ses limites. Et on va aussi regarder comment ça se passe quand il y a des conflits entre frères et sœurs ou entre enfants, s'il n'y a pas plusieurs enfants dans la famille, pour apprendre à faire de la médiation. Est-ce que ça peut être avec des bébés aussi ou des tout petits qui ne parlent pas encore? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Ben, en fait, merci Aldine, Aldine réfléchit. En fait, la communication non violente, c'est avant tout une posture intérieure. On va travailler ça, hein, on travaille cette posture intérieure, cette intention relationnelle, cette connaissance intérieure de soi et puis de l'autre, en tout cas essayer de se relier à l'autre. Donc, on peut très bien faire de la communication non violente sans mots, en réalité. Hein, ce qu'il y a, c'est qu'on est des êtres de langage. Donc, c'est vrai que souvent, on a l'habitude d'utiliser le langage. Mais donc, une fois qu'on est connecté avec cette posture intérieure, on va apprendre à mettre des mots dessus. Et l'enfant, quand il est tout petit et qu'on pose des mots par rapport à ce qu'il ressent, en tout cas qu'on essaie comme ça de se relier à lui, en fait, il le sent. Même s'il ne comprend pas le mot, il va comprendre l'énergie des mots. Donc, ça marche aussi. Voilà. Et puis, ça lui permet, lui aussi, petit à petit, d'apprendre par mimétisme. Et puis, progressivement, voilà, quand il va parler, il va pouvoir lui aussi nommer ses émotions et ses besoins. Peut-être vous pouvez mettre dans le chat. Ah voilà, super, j'allais dire sinon de mettre des thèmes. Alors, Isabelle, merci Isabelle. Moi, j'ai un cas, je n'ai pas la possibilité de parler à haute voix. Ok. Est-ce que, ouais. Isabelle, je peux dire par contre, moi, à haute voix? Ok. Donc, je n'ai pas la possibilité de parler à haute voix. J'ai reçu un mail aujourd'hui de l'école car mon garçon de 4 ans a dit grosse patate au chauffeur du car pour se rendre au sport et il a été privé de sport.
comment en parler avec lui. Ok, ouais, merci Isabelle. Donc, dans une situation comme ça, voilà. Déjà, moi, ce qui est important, c'est que j'ai envie de voir avec toi, Isabelle, comment c'est pour toi. Parce que j'imagine que ça n'a peut-être pas été facile à recevoir, que voilà, on vienne te dire ce qui s'était passé. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous dire, par contre, là, à haute voix ou bien sur le chat, oui, comment toi, comment tu te sens par rapport à cette situation? D'accord. Donc, au début, on est venu te dire que ton fils avait insulté. Et voilà. Et en fait, ton fils t'a dit que c'était seulement grosse patate. Donc, déjà là, dans cette situation-là, c'est intéressant de voir que dans nos habitudes, eh bien, au lieu de dire ce qui s'est passé, on va souvent émettre des jugements. Et donc là, c'est ce qui s'est passé, c'est que Isabelle, eh ben, on lui a dit, votre fils a insulté. Alors qu'en fait, peut-être que pour son fils, dire grosse patate, mais c'est pas forcément une insulte. Hein, que pour lui, il a entendu ce mot et qu'il trouve ça rigolo. Alors, il le répète, comme souvent les enfants à cet âge-là. Et donc, Isabelle, ouais, ok. Donc voilà, Isabelle, là, elle nous dit que elle, ça va. Donc, j'imagine que ce n'était pas très agréable sur le moment, il peut y avoir un malaise. Et en même temps, de ce que tu partages, j'imagine que tu es surtout préoccupée de pouvoir aider ton enfant et de voir comment l'aider. Moi, quand je me relie à un petit garçon de 4 ans, ce que je peux supposer, c'est qu'en fait, il a entendu quelque chose et il l'a répété. Et donc, ça peut être un besoin de jeu, hein, d'amusement. Alors, évidemment, les adultes, ça ne les fait pas rire. Donc, ça, c'est aussi après de pouvoir expliquer ça. Mais lui, il a peut-être envie de s'amuser. Hein. Moi, je sais que ça dure encore un moment. Mon fils, il a 7 ans et de dire un petit peu, des gros mots, enfin des gros mots, voilà, des mots un peu comme ça, c'est quelque chose qui l'amuse beaucoup encore. Voilà, donc moi, je peux me relier au fait que ce soit un amusement. Ou bien ça peut être aussi un besoin d'expérimenter par lui-même, parce qu'il a entendu, il a vu qu'il y en a qui faisaient ça, qui disaient ça, alors il fait la même chose, hein, parce qu'il a envie d'expérimenter, ou peut-être il a envie d'être comme ses copains, tout simplement, et donc il fait la même chose. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va valider le fait qu'il puisse dire grosse patate, hein, parce que on va lui expliquer que ça peut avoir des conséquences et que pour la personne en face, elle a un besoin de respect, de considération et que grosse patate, ça ne lui fait pas trop plaisir. Et donc là, la proposition, ça va être d'aller vers lui et de pouvoir essayer de voir si c'est ça qui se passe pour lui. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu as voulu rigoler? Ou est-ce que tu as entendu ça, tu as voulu répéter? Et puis lui, il va pouvoir dire un petit peu ce qui se passe et puis lui expliquer comment c'est pour vous et puis comment c'est pour le chauffeur de bus. Donc, on va accompagner, donc à la fois accueillir ce qui se passe pour lui, et en même temps, on va lui apprendre à trouver une autre manière de s'amuser pour comprendre qu'il y a aussi les autres et que ça peut avoir un impact sur les autres ce qu'on fait. Déjà, Isabelle, parce qu'ensuite il y a Adeline qui a mis quelque chose. Isabelle, est-ce que ça te donne un peu de clé par rapport à ça, ou est-ce que tu aimerais savoir autre chose? Ok, super. Adeline. Alors, Adeline nous partage que son fils tape sa petite sœur quand il ressent une injustice. Et donc, Adeline se demande s'il est hypersensible. Et c'est difficile de rester calme lorsqu'il s'en prend à sa petite sœur. Bah oui. Et il y a aussi de la jalousie. Et c'est difficile de gérer cette violence. Il a 5 ans et sa petite sœur a 2 ans. Et il peut aussi s'en prendre aux objets, les jeter, etc. Ouais. Ok. Ouais. Donc, j'imagine pour toi, Adeline, que oui, c'est perturbant au moment où il va taper sa sœur. Là où j'imagine que tu aimerais bien qu'il y ait un petit peu oui, plutôt d'harmonie, quoi, et puis de douceur entre frères et sœurs à la maison.
peut aussi y avoir de la fatigue, hein, quand c'est en fin de journée et qu'on a les enfants qui se tapent dessus. Voilà, ça peut être épuisant et puis on n'a plus trop de patience. Et oui. Et du coup, ça te met en colère, Dialine, évidemment. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Il y a un moment donné, dans les ateliers, on explore un peu plus en profondeur la colère, parce que c'est difficile, parce que chez les enfants, hein, donc grâce aux neurosciences affectives et sociales, pour ceux qui connaissent déjà, on sait que le cerveau de l'enfant se développe tout doucement. Et donc, les premières années de la vie, un enfant, il est surtout connecté à ses cerveaux instinctifs et émotionnels. Ce qui fait que les émotions, elles peuvent prendre beaucoup d'ampleur et il n'y a pas encore la capacité à réguler, hein, ce qu'on appelle réguler, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on acquiert, heureusement pour nous, une capacité à réguler nos émotions, à prendre un petit peu de recul et à pouvoir ne pas être en mode pilote automatique avec de la réactivité et à faire le choix de qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Hein. Donc un enfant plus grand, par exemple, sa sœur va venir et puis va prendre ses jouets. Il va y avoir peut-être la colère et en même temps, il va y avoir autre chose qui va dire oui, bon, en même temps, elle est petite, je l'aime bien, et puis il va être capable de se calmer un petit peu. 5 ans, c'est un peu jeune. Voilà, on commence tout juste à pouvoir un petit peu gérer, entre guillemets, hein, même si j'aime pas trop ce mot, mais réguler, voilà, un petit peu à réguler ses émotions, mais c'est vraiment léger, hein, on va dire. Donc ça, c'est important de se rendre compte que cet enfant de 5 ans, certainement qu'il est pris par une grande émotion de jalousie, effectivement, que c'est difficile pour lui d'accueillir qu'il y a un autre enfant avec qui partager. Surtout qu'à 5 ans, ça ne fait pas très longtemps qu'on a appris à partager, donc ce n'est pas simple. Donc, apprendre à partager, ne plus être le seul enfant à la maison, hein, avoir quelqu'un d'autre aussi qui demande de l'attention. Puis un enfant de 2 ans, ça demande beaucoup d'attention quand même, c'est encore petit. Donc, il y a des émotions très fortes qui le traversent et certainement qu'il a besoin peut-être voilà, de respect pour ses affaires, peut-être qu'il a besoin d'espace vital et qu'il aimerait pouvoir avoir des moments que pour lui. Certainement qu'il aimerait être rassuré aussi, qu'il est toujours autant aimé, qu'il a toujours autant sa place, hein, qu'il est aussi important que sa petite sœur. Voilà, il peut y avoir plein de besoins comme ça. Alors, je fais une aparté parce qu'il y a quelqu'un qui me demande cerveau instinctif. Donc, en fait, je ne rentrerai pas dans le détail, mais en fait, dans notre cerveau, on a un cerveau qu'on appelle archaïque, qui est le cerveau le plus ancien et qui a beaucoup de réflexes instinctifs. C'est beaucoup lié à la survie. Je fais vraiment des résumés. Hein. Il ne faut pas que vous croyez que les neurosciences affectives et sociales, c'est aussi simple que ça. Je fais des mini-résumés. On a un cerveau limbique qui est beaucoup relié à l'émotion, à la mémoire, voilà, à plein d'autres choses, à l'apprentissage aussi. Et puis, on a notre néocortex, qui est notre cerveau le plus récent et qui existe surtout chez les êtres humains. Bon, il y a aussi des animaux qui en ont un, et qui est le cerveau qui nous aide à rationaliser, à être dans l'empathie, à prendre du recul, à être capable de prendre des décisions. Voilà. Mais ce cerveau-là, néocortex, il se développe beaucoup plus tard. Hein, voilà. Ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et donc, comment on fait face à une colère? Est-ce que déjà, jusque-là, Adeline, parce que je voudrais être avec toi, et donc comme je ne te vois pas, que je ne t'entends pas, je voudrais être sûre que ça va pour l'instant, qu'on est en lien ou que tu as des questions avant que j'aille un peu plus loin sur qu'est-ce qu'on peut faire avec la colère. Oui, il n'y a pas de souci, Adeline, je voudrais juste être sûre d'être avec toi. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Première chose, c'est que si moi, je suis extrêmement envahie par de la colère, je vais déjà prendre un temps pour moi. Peut-être que je vais aller prendre même ne serait-ce qu'une minute pour respirer. Hein. Mais si moi, je ne suis pas déjà avec un petit peu de capacité de recul, ça va être difficile de pouvoir appréhender la situation. Donc peut-être que je vais avoir besoin, moi, de m'extraire un moment et puis de revenir après. Ensuite, évidemment, s'il y a une forme de violence, hein, c'est-à-dire qu'il veut taper ou casser quelque chose, je vais me mettre au milieu. Hein, je vais empêcher l'action. Ça, c'est évident. Je ne vais pas laisser faire. Et après, je vais voir progressivement, on va apprendre à qu'est-ce qu'on peut faire quand un enfant a de la colère, comment est-ce que je peux l'accompagner à évacuer sa colère. Et une fois qu'il y a cette évacuation sur le moment, hein, qui est physique, comment est-ce que je peux accompagner à mettre des mots dessus et dans le temps, à apprendre à un enfant à être autonome quand il a une colère pour réagir autrement.
Bon, et là, je ne vais pas pouvoir tout détailler juste là, hein, parce que voilà, ça prend du temps. Mais en tout cas, il y a tout un processus qui va nous permettre d'accompagner les enfants à pouvoir gérer quand ils ont des émotions très fortes. Et puis, nous-mêmes, s'accompagner aussi et se comprendre. Qu'est-ce qui fait que c'est autant insupportable pour moi? Qu'est-ce qui fait que ça vient autant me toucher quand je vois voilà, mes enfants qui se disputent? Là, c'est cette situation-là, mais ça pourrait être une autre. Voilà. Donc, je veux bien juste des réactions, Adeline, ou peut-être d'autres, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, si ça vous parle ou pas. Quand on va être en atelier Zoom, par contre, on va vraiment se parler tous ensemble, hein. Je tiens à dire, ça ne va pas être comme ça. Mais là, c'est vrai que vous êtes nombreux et puis on ne se connaît pas encore. Donc, ce n'est pas forcément simple de prendre la parole. Je comprends. Ouais. Alors, Adeline dit qu'elle fait pas mal de choses avec son fils pour pouvoir lui apprendre à s'apaiser. Mais pendant ses colères, il refuse. Alors, oui, c'est normal. C'est parce qu'en fait, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est un torrent émotionnel. Il n'est pas en capacité, en fait. Il ne peut pas y arriver. Donc là, si sur le moment, il ne peut pas y arriver pour l'instant, ben, je vais juste rester avec lui. Peut-être que je vais le contenir, peut-être que je vais juste rester à côté de lui. Parfois, ce n'est pas possible non plus de faire un câlin à un enfant tout de suite. Et donc, je vais essayer, si j'y arrive, de juste lui offrir ma présence, de juste être là pour lui, sans rien chercher à faire, juste le mettre hors d'état de taper, en fait, hein, tout simplement, pour qu'il ne puisse pas faire de mal. Mais je vais juste être là. Je vais pouvoir en même temps expliquer à la petite sœur ce qui se passe, pour qu'elle aussi, ça puisse la soutenir, parce que peut-être pour elle aussi, c'est un peu impressionnant. Et puis, s'il y a quelqu'un d'autre qui est présent à la maison, eh bien, peut-être je vais demander du soutien aussi pour ne pas être seule à gérer la situation. Voilà. Mais sur le moment, voilà, il faut imaginer l'enfant qui est pris dans un espèce de tsunami intérieur et lui-même, il est démuni en fait. Il ne sait pas quoi faire avec ce qui lui arrive. Alors, il y a Cécile qui lève la main. J'espère que je vois tout le monde, hein, parce que je n'ai pas tout le monde sur mon écran. Cécile. Alors, ouais, si tu allumes ton micro, Cécile, parce qu'on ne t'entend pas. Hop, ouais, ce sera mieux. Bonsoir, merci merci pour être là et répondre aux questions. Moi, de mon côté, j'ai 2 enfants, donc Gaëtan qui a 5 ans et Nora qui a 3 ans et demi. Et ce qui est compliqué depuis que Gaëtan est né, c'est que en fait, il répond, enfin, il fait la sourde oreille. Enfin, je ne sais pas si c'est qu'il est hyper concentré sur ce qu'il fait et qu'il n'a pas envie d'entendre ou s'il filtre un peu. Enfin, je pense qu'il y a un peu des deux. Au niveau auditif, on a fait des vérifications avec le médecin, donc il n'y a aucun problème. Mais par contre, voilà, on peut répéter 10 fois dans le vide, quoi. Et moi, là, ça, c'est un truc, ça me fait vraiment beaucoup monter en pression. Donc, je répète 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Et à un moment, bah, je me mets à crier, en fait, parce que je me sens pas entendue. Et alors, j'essaye des fois de venir lui parler plus près, de mettre la main sur l'épaule. Enfin, quand ça va et que je suis zen, que j'ai mon réservoir d'énergie plein, que tout va bien pour moi, j'arrive à peu près à trouver des solutions. Mais ouais, il y a des moments où j'y arrive pas, quoi. Et ben là, c'est ce soir, typiquement. Là, ça s'est super bien passé de la sortie de l'école jusqu'au repas, jusqu'à la fin du repas. Et là, au moment de se mettre en pyjama, ben, il était dans d'autres trucs, ça le concernait pas. Il lisait son histoire. Et du coup, ben voilà, moi, je monte en pression et pour l'instant, ben, je me mets à crier, à compter, enfin voilà. Mais je suis pas satisfaite. Parce que d'une part, ça donne pas grand-chose comme résultat. C'est pas très efficace. Et d'autre part, quand vraiment ça marche, ben il agit par peur en fait. Et du coup, c'est pas ça que j'ai envie de lui transmettre. Donc voilà, s'il y avait des solutions, ce serait vraiment chouette. Est-ce que tu peux me redire quel âge il a? Il a 5 ans. Il a eu 5 ans fin novembre. Ouais. Et mais c'est depuis toujours quand il avait 2 ans, il allait dans une MAM et en fait, nous, on le voyait à la maison. Alors moi, quand il est né, j'étais très Montessori pour les nuls, tout ça.
Donc, j'avais lu qu'il fallait pas les interrompre quand ils étaient dans une activité où ils étaient concentrés. Donc, je ne l'interrompais jamais. Donc, petit, je l'ai beaucoup admiré, en fait. Je l'ai beaucoup observé. Et quand sa sœur est née, donc il avait 20 mois. Et là, en fait, j'ai plus pu, quoi. Il y avait, enfin, mon attention ne pouvait plus être omniprésente sur lui. Et voilà. Du coup, Ouais. ça a recalé. Et je pense que c'est bénéfique parce que du coup, je me suis décentrée de lui. Je pense que c'était pas forcément bien. Enfin, j'étais trop. Et jusqu'à plus en pouvoir. C'est-à-dire, j'étais complètement à 100% pour lui jusqu'au moment où moi, j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Et là, et ben là, j'étais obligée de lâcher, mais ça se faisait pas. Je vois, avec sa sœur, j'ai mis en place des choses où, du coup, j'étais présente. Et quand j'avais besoin de temps, je la préparais à, ben voilà, maintenant, tu vas rester toute seule. Et maman, elle va faire autre chose. Et du coup, c'est beaucoup plus souple avec elle. Parce que, ben, peut-être ils ont des tempéraments différents, mais voilà. Ouais. Merci, Cécile. Alors déjà, j'aimerais te dire que je compatis parce que moi-même, je continue de vivre ça à des moments. Donc, je vois bien. Et répéter, il y a un moment, ça fait craquer. Donc, donc voilà. Donc là, c'est pareil, on va essayer de revenir à... Donc, je vais faire juste une supposition, tu vois, mais je ne pourrais pas creuser entièrement. Mais là, c'est pareil, on va essayer de revenir à, OK, qu'est-ce qui se passe pour moi? Pourquoi c'est si insupportable? Donc, voilà, ça peut être effectivement juste que voilà, surtout quand c'est en fin de journée, je suis fatiguée, j'ai envie d'avoir un moment pour moi, de l'espace pour moi. Et là, je vois l'heure qui tourne, et j'aimerais bien que ce soit facile et pouvoir juste, voilà, qu'il puisse se coucher, que moi, je sois un peu tranquille. Hein, voilà. Donc déjà, voilà, il y a ça. Parce que moi, quand je l'ai identifié, ça va être plus simple aussi de pouvoir et l'exprimer à l'enfant en lui parlant de moi. Et puis aussi, au fur et à mesure du temps, essayer de trouver voilà, des stratégies, des solutions par rapport à ça. Et puis l'enfant, c'est d'essayer de comprendre. Donc déjà, il y a j'ai envie de dire, une constante chez les enfants, c'est qu'ils n'ont pas la notion du temps. Ils sont dans l'instant présent. Donc, quelque part, j'ai envie de dire tant mieux pour eux, là où nous, on a beaucoup perdu ça. Hein, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas la notion du temps, donc ils ne comprennent pas vraiment en fait pourquoi nous, on s'excite sur des trucs voilà. Et en même temps, bon, on vit ensemble. Voilà. Ils ne vivent pas tout seuls dans une grotte, on vit ensemble. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aussi soutenir la conscience qu'il y a les autres et donc les besoins mutuels. Hein. Et là, ça va être surtout de pouvoir, dans les moments de calme, réfléchir avec lui à qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie. En se disant, OK, lui, quand il est pris dans une activité, à ce moment, il est hyper concentré, il est à fond, il a envie qu'on le laisse tranquille, il a envie de finir ce qu'il a commencé, enfin voilà, à creuser quels sont ses besoins et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie qui vont permettre de ne pas avoir besoin de répéter un millier de fois de quelque chose. Donc voilà, après, nous, par exemple, je donne un exemple qui est avec les enfants, ce qui peut aider quand ils ne savent pas encore lire l'heure par eux-mêmes, c'est d'utiliser des sabliers et lui donner une forme d'autonomie qu'à ce moment-là, quand c'est fini, il vient. Bon, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Hein, donc voilà, à voir. Et après, une fois que j'ai la conscience de ça, de regarder tout ce qui va nous permettre de faire quelque chose de gagnant-gagnant. Hein. Je prends un autre exemple. Moi, par exemple, mon fils, très souvent qu'il va faire juste une toilette de chat et il ne va pas se laver complètement. Parce qu'il préfère avoir du temps pour jouer. OK, c'est gagnant-gagnant, ça permet de ne pas s'énerver. Voilà, pour ce qui est du jeu, ça peut être aussi d'avoir une frise en fait qui lui permette de lui montrer les temps de la journée, qu'on regarde ensemble. Ben voilà. D'abord, on va prendre le temps de s'écouter soi et d'écouter l'enfant. Et quand on a vraiment identifié ce qui se passe pour chacun, on va ensemble trouver des solutions créatives pour permettre que ce soit un peu plus cool. Et après, ce ne sera pas parfait. Et il y a des moments où on va crier quand même, parce qu'on n'est pas parfait. Et on va essayer de ne pas culpabiliser. Hein, voilà, on va essayer de ne pas être le parent parfait parce que l'éducation bienveillante et positive, mais c'est super parce que c'est une évolution magnifique pour tout le monde, pour l'humanité. Et en même temps, comme on a tellement l'habitude d'être dans des jugements, on garde cette habitude de se juger, du coup, on va se juger qu'on n'est pas un parent parfait et que, oh, mon Dieu, aujourd'hui j'ai crié, oh mon Dieu, demain j'ai fait ça. Donc, on se met une charge supplémentaire. Donc, du coup, on a encore moins de patience et de ressources. Voilà. Vous voyez, après, c'est un cercle vicieux. Donc, on va essayer de ne pas rentrer là-dedans non plus.
Ça va, Cécile? Ça te parle un peu? Oui, merci beaucoup. C'est vrai que nous, on utilise un timer où on essaie de faire la course. Alors, j'aime pas du tout. Enfin, c'est paradoxal parce que ça marche bien la course entre les deux enfants et en même temps, voilà, je me dis, ah, et j'instaure de la compétition, machin, tout ça. Mais il y a des fois, c'est quand même vachement pratique Mais quand oui, ça c'est un marche. jeu, parce qu'ils aiment C'est jouer. ça. Ou alors on fait la course avec le timer, il faut être plus rapide que le timer. Et alors il y a des moments où ça marche très bien. Et là, par exemple, ce soir, bon. Mais effectivement, je me dis, oui, écouter l'enfant. Je me dis que effectivement, ce soir, j'aurais pu lui demander pourquoi ça marchait pas et qu'est-ce qu'il avait envie de faire. Et peut-être que j'aurais pu voir avec lui, mettre en place, enfin, ça arrive que je puisse dire, OK, ben, tu as envie de lire un peu, ben, alors comment on fait? Je te laisse 2 minutes pour lire et puis après tu fais ton truc. Et quand j'arrive à mettre ça en place, en fait, quand je pense qu'il y a un truc, enfin, que j'ai un peu de patience pour voir la scène et que je peux faire ça, c'est vrai que des fois, il n'a pas besoin de beaucoup de temps. Et, ouais. Mais j'aime bien l'idée de voir avec lui dans les moments de calme comment... Ouais. Voilà. Et puis des fois, on va apprendre aussi à poser ses limites. Et puis des fois, c'est nous qui n'avons pas du tout de ressources. Et donc là, on va poser la limite de, ben voilà, peut-être là, l'enfant, selon son âge, et ben là, l'heure, elle est passée pour moi. J'ai besoin absolument d'être tranquille. Et donc, ben, il va aller se gérer, de mettre son pyjama. Et puis peut-être qu'il n'aura pas d'histoire. Enfin, voilà, c'est un exemple que je donne. Mais parfois, ça va être ça aussi. Et c'est pas être, c'est pas de ne pas être bienveillant. C'est juste aussi prendre soin de soi. Et puis, petit à petit, responsabiliser l'enfant sur le fait qu'il fait aussi ses choix, progressivement, en prenant en compte ben, chacun dans la famille. Merci. Alors, Joséphine, elle a une situation avec son conjoint. Bah si, tout à fait, parce qu'on va pouvoir aller regarder, essayer de se mettre en lien avec ton conjoint aussi, pour voir Ouais. voilà, qu'est-ce que lui vit. Alors, c'est une situation. On était donc sur une plage, c'était il n'y a pas très longtemps. Et du coup, mon petit garçon de 4 ans, il s'amusait avec une petite fille et il lui a mis du sable dans les yeux. Et ils étaient tous les deux très, très excités, ils s'amusaient, quoi. Mais voilà, il lui a mis du sable dans les yeux, elle a pleuré. Et mon compagnon a demandé à mon petit garçon de dire pardon. Et il a insisté et tout ça. Et moi, ça me met mal à l'aise parce que il a dit pardon, mais il l'a répété. Parce que à cet âge-là, ça n'a pas de sens en fait. En fait, je saurais pas. Et du coup, j'ai pas réagi. Et intérieurement, je me disais, j'ai envie de réagir, mais en même temps, j'ai pas envie de de le remettre en question devant d'autres adultes, mon fils. Enfin, ouais. Du coup, je sais pas parfois comment revenir sur quelque chose sans qu'il se sente un peu. Enfin, agressé est un mot fort, mais vraiment remis en question. Ou accusé, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Oui, merci pour ton partage, parce que ça, c'est souvent que ça arrive, que dans le couple, on n'est pas forcément raccord, en fait, par rapport à des choses, et c'est vrai que c'est un endroit délicat. Et donc là, ça va être pareil, ça va être important que toi, tu te relies à toi, de savoir qu'est-ce qui est important pour toi à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as une inquiétude, en fait, quand il fait ça? Je comprends ce qu'il veut faire, c'est-à-dire qu'il aimerait que Antonin il ait de l'empathie pour la petite fille et qu'il dise pardon comme un adulte dirait pardon. Oh, je suis vraiment désolée parce que je vois que tu souffres mais du coup, j'ai pas l'impression qu'à 4 ans on comprenne cette notion-là, mais peut-être je me trompe. Hein. Et du coup, j'ai l'impression, ce qui me dérange, c'est qu'il lui impose de dire quelque chose qui
qui n'a presque pas de sens pour Antonin. Enfin, voilà. Ouais. Et oui. Donc, est-ce que tu aimerais que ton fils il puisse développer vraiment, sentir en fait, de dire pardon parce qu'il le sent avec le cœur, parce que ça a du sens pour lui, et pas de se sentir obligé de prendre une parce que papa et maman disent que pardon. Alors, le pardon, c'est très classique, c'est très conditionné. On est dans une société où on apprend dès tout petit les enfants à dire pardon. C'est un automatisme. Hein. Donc, il est pris aussi avec ça. Et derrière le pardon, effectivement, il peut y avoir l'envie d'être assuré que son enfant, il prend en compte les autres, qu'il a de l'empathie. Il peut y avoir aussi le regard extérieur, se sentir gêné vis-à-vis des autres, être gêné de son enfant a fait mal à un autre enfant. Hein. Il y a aussi tout le poids des regards des autres qui vient toucher l'estime de nous, qui peut nous mettre mal à l'aise. Et en même temps, j'entends que ce n'est pas l'éducation que tu as envie de lui transmettre. Donc là, une fois que toi, tu t'es relié à toi et que tu arrives à te relier à ton compagnon, eh bien, tu vas pouvoir peut-être à un moment donné, si tu le sens, reparler avec lui à froid et puis lui dire ce qui est important pour toi et entendre ce qui est important pour lui. Voilà, on va apprendre à essayer de se dire les choses sans jugement pour comprendre. Et puis, une fois que vous vous êtes compris, tu pourras lui expliquer ce que toi, tu perçois. Peut-être, au final, il comprendra. Peut-être il restera sur sa position. Bon, ça, c'est après, voilà, comme on fait aussi avec la différence dans le couple. Et puis, je peux toujours aussi, avec l'enfant, reprendre avec lui à un autre moment. Reprendre pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là, lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire pardon. Tu vois, tu peux toujours aussi recommencer à d'autres moments. Moi, par exemple, avec mon fils, je sais que ça m'est déjà arrivé d'être en colère et de lui dire oui, tu pourrais dire pardon. C'est déjà sorti de ma bouche. Hein. Voilà, n'allez pas croire que parce qu'on fait de la communication non violente, on est momifié, puis du coup, voilà, on continue à faire plein d'erreurs. Mais après, c'est quelque chose que j'ai repris aussi avec lui, en lui expliquant pourquoi c'était important pour moi et en lui disant qu'en même temps, moi, j'avais vraiment à cœur que lui, en fait, il le dise parce qu'il le ressent, parce qu'il a envie de le dire. Et pas qu'il se sente obligé et que parfois, déjà, parfois, effectivement, on n'a pas conscience, parce que peut-être que ton petit garçon, il n'a pas eu conscience du tout qu'il avait fait mal à la petite fille, puis il n'a pas compris ce qui s'était passé. Hein. Et puis, parfois, c'est aussi que si nous, sur le moment, on est en colère, sur le moment, on n'a pas envie de dire pardon, parce que nous-mêmes, on est en colère et que nous-mêmes, on aimerait être entendus dans ce qu'on vit. Hein. Si on prend l'exemple d'un couple, moi, j'aime bien cet exemple-là, je veux dire, entre adultes, si, par exemple, l'autre, il fait quelque chose qui, moi, m'énerve, hein, et je vois que je suis fâchée parce qu'il voilà, y a un besoin chez moi qui n'est pas nourri, mais sur le moment, je n'ai même pas conscience qu'il y a un besoin pas nourri, je suis juste fâchée après l'autre. Voilà, ça c'est le moment. Et puis l'autre, il me dit, et donc je lui dis quelque chose qui le blesse, il va me dire, oui, tu pourrais au moins te désoler, dis que tu es désolé, dis pardon tout de suite. Est-ce que moi, en tant qu'adulte, je vais avoir envie de le faire? Pas du tout. Ouais. Et donc ça, c'est intéressant de regarder ça, parce qu'on demande des choses aux enfants que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on n'est pas capable de faire et qu'on n'aurait pas envie de faire. Donc c'est aussi de regarder ça et de voir que nous, en tant qu'adultes, parfois, quand on dispute, par exemple, dans un couple ou avec des amis, sur le moment, on n'est pas capable. Et puis, on laisse passer du temps. Et quand c'est passé, naturellement, on a envie de revenir vers l'autre et de dire « Ouais, bon, excuse-moi, la manière dont je t'ai parlé, ça ne me convient pas trop. Je suis désolée. Mais j'ai besoin d'un temps. » Et l'enfant, c'est pareil. Hein, on ne peut pas lui demander absolument de tout de suite dire maintenant « Pardon. » Ça répond un petit peu, Joséphine? Ouais. Merci beaucoup. Julien. Ok. Merci Julien d'avoir été là. Et oui, écoute, on t'enverra avec plaisir les infos. De toute façon, Emeline, toi, tu as tous les mails? Oui, alors je vérifierai que j'ai bien celui-là, sinon je l'enverrai à part. Mais oui, normalement, j'enverrai à tout le monde. Okay. Super. Merci. Voilà, peut-être on peut encore prendre un exemple et puis après voir s'il y a d'autres questions pratico-pratiques pour le cycle d'atelier. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un voulait encore demander quelque chose? Je voyais pour ce que disait Cécile sur le fait de ne pas répondre. Moi, je le vois entre mon fils qui a 8 ans et ma fille qui a 5 ans. Parfois, j'ai l'impression qu'elle joue un peu à ne pas lui répondre comme ça. Donc, on a beaucoup discuté. J'ai essayé de traduire pour mon fils
qui pouvait se passer pour Colline, pourquoi elle répondait pas, et de faire comprendre à Colline à quel point, enfin, pourquoi mon fils, lui, ça l'agaçait énormément qu'elle réponde pas, et j'ai l'impression que ça a un peu dégonflé le truc. Mais je voyais c'était pas juste qu'elle était prise dans quelque chose. Enfin, parfois c'est ça, mais j'avais l'impression que c'était aussi un peu un jeu, qu'elle jouait un peu à voir l'effet que ça pouvait avoir sur lui. Enfin, du coup, là, ce que tu as dit, ça m'a donné encore d'autres pistes pour échanger avec eux quand il y a ces situations, parce que mon fils, parfois, ça le met dans un état, il est exaspéré quand sa soeur lui répond pas, il se met à dire, mais Colline, mais réponds. Alors, du fait qu'on ait parlé déjà, ça va mieux, mais il y a encore des fois, ça le submerge, quoi. Donc, Ouais. Ah oui, j'imagine que lui, il a besoin d'être vu, quoi, entendu, exister. Ouais. Et, et quand tu dis, elle voit les faits, alors, c'est sûr que si elle est agacée par ailleurs par des choses, à ce moment-là, c'est un peu, on va appeler ça, dans notre langage du jugement, une petite vengeance. Mais en fait, oui. la vengeance, c'est quoi? C'est, à un moment donné, j'ai besoin d'empathie pour ce que je vis. L'autre me fait quelque chose qui ne me plaît pas, et donc moi-même, je vais lui faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Comme pour recevoir aussi de l'empathie, sauf que c'est une manière qui n'est pas constructive. Hein. Oui. Mais finalement, la vengeance, entre guillemets, c'est ça. C'est je souffre ou je ne suis pas bien par rapport à quelque chose, et donc j'ai envie de te faire la même chose pour que tu comprennes bien ce que moi je vis. Sauf qu'en fait, ça ne permet pas du tout à l'autre de comprendre ce qu'il vit. Mais finalement, c'est ça, tu vois, dans le fond. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça, à creuser de qu'est-ce qui, elle, peut-être à certains endroits, peut-être la dérange, et qu'à ce moment-là, elle en profite pour... parce qu'elle voit que ça l'agace, alors du coup, voilà, hein, elle fait ça. Donc, de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre chez elle qui n'est pas entendu finalement, et peut-être même pas qu'elle-même a du mal à conscientiser. Est-ce qu'il y a comment tu t'expliquerais ça à un enfant simplement que voilà, se venger ou voilà, répondre par quelque chose d'équivalent, bah, ça n'apporte rien à personne. En fait, une fois que tu t'es relié à eux sur ce qu'ils vivent, vraiment, sur qu'est-ce qu'il y a au fond en fait, hein, qu'est-ce qui, à travers la vengeance, demande en fait à être vu et entendu. Une fois que ça a été identifié, bah, tu peux leur poser juste la question. Aux enfants, il y a deux choses. Il y a qu'ils apprennent par eux-mêmes. Donc, c'est leur poser la question de est-ce que ça les satisfait comme solution ou pas, hein, parce que s'ils vont dire oui, bon, bah, c'est à nous après, en tant que parents, d'assumer, de dire bah, ok, bah, par contre, moi, ça ne me convient pas. Oui, voilà, c'est parce que je leur ai déjà posé cette question et parfois ils disent bah oui, c'est agréable. Voilà. Et donc là, moi, j'ai le choix en tant que parent, soit de pouvoir à des moments poser mes limites sur ce que moi j'ai envie de transmettre comme valeur dans ma famille. J'ai le droit de poser ma limite à ce moment-là. Tu vois ? Soit l'enfant, en vrai, ça ne lui convient pas forcément complètement, et donc petit à petit, il va apprendre à faire autrement. Parce que pour l'instant, c'est comme plus fort que lui, parce qu'il y a toujours cette question des émotions, parce qu'ils ne sont pas si grands que ça, tes enfants. Hein, donc, ils sont encore parfois pris dans des émotions qui les dépassent et dans des réactivités qui les dépassent. Et puis après, l'autre chose, c'est comment est-ce qu'en tant que parent, à certains moments, j'apprends à les laisser aussi gérer pour apprendre par eux-mêmes. Ça, c'est difficile. Parce qu'on a tellement envie de transmettre nos valeurs, voilà. Et alors que c'est aussi important par moment que par eux-mêmes, ils expérimentent comment ça fait quand on gère nos conflits tout seul. Challenge pour nous. Merci. Moi, je leur ai déjà dit ça parfois. Quand j'ai pas de solution, je leur dis bah écoutez, trouvez votre solution parce que moi, j'en ai pas. Mais bon, c'est pas simple parce que ça demande d'être en paix avec le fait que pendant un temps, bah, peut-être qu'ils vont vivre des choses qui ne correspondent pas à l'harmonie qu'on aimerait vivre, quoi, et qui nous poussent systématiquement à intervenir. Donc, merci beaucoup. Bon, bah, merci pour tous ces exemples finalement. C'était riche. Est-ce que, oui, bah, est-ce que d'un point de vue pratique par rapport au cycle, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, donc effectivement, j'ai remis là, le programme dans le chat et puis je vais le remettre par mail. Concrètement, alors du coup, au niveau donc j'imagine qu'on arrivera à avoir une meilleure connexion parce que ce sera sur Zoom, donc on essaiera d'avoir une meilleure connexion, une meilleure image.
Est-ce que on pourra définir du coup un moment de rendez-vous avec les participants, j'imagine, qui conviennent à tout le monde? C'est une fréquence d'une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois? Je me souviens plus ce que tu m'avais dit. Oui, ben, je dirais la moyenne, c'est une fois toutes les 3 semaines. D'accord. Après, on peut effectivement, si on a un groupe constitué, on peut essayer ensemble de définir Oui. des dates qui conviennent à tout le monde. Mais c'est plutôt toutes les 3 semaines. En fait, 2 semaines, parfois, c'est un peu rapide. Et du coup, il n'y a pas tout le monde qui est forcément dispo. Et un mois, c'est un peu long. Donc, même si entre chaque atelier, il y a des propositions pour, au quotidien, essayer de s'expérimenter et d'avancer. Il peut aussi y avoir un groupe par mail ou par WhatsApp pour que justement les participants puissent continuer d'échanger entre chaque session. Mais c'est vrai qu'un mois, souvent, on nous a dit que c'était un peu trop long. Ou Telegram. Telegram, oui, mais bien sûr. Qui conviennent Signal, ou... on se mettra d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai eu une question par mail, c'était de savoir s'il fallait être adhérent à l'association des Clics CNV Éducation pour pouvoir participer à cet atelier. Alors, en tout cas, ce n'est pas un prérequis en avance, mais non, en fait, non, c'est vrai qu'on nous a jamais demandé. Après, si vous avez envie d'adhérer, avec plaisir, et de recevoir les newsletters, etc. Mais non, c'est pas indispensable. Tu as la parole, Laetitia. Hop, on m'entend? Oui, parfaitement. Oui, très bien. Bon, bonsoir. Donc, j'ai pas mis la caméra parce qu'on est en pyjama et qu'on vient de manger du riz, qu'on en a plein les dents. C'est pas très correct. Donc, question. Dans le programme, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de comprendre les réactions, justement pas les actions, les réactions qu'on a par rapport à ce qu'on nous dit? Tout à l'heure, vous parliez des compliments, mais ça peut être n'importe quelle remarque, parce que c'est un historique émotionnel, soit dans notre enfance, etc. Est-ce qu'il y a un moment où on peut apprendre à décortiquer ça pour le comprendre et du coup pouvoir le réappliquer à des réactions qui sont démesurées par rapport à une phrase qu'on vient de recevoir ou voilà, et qu'on pourrait appliquer aux enfants? Oui. Merci pour la question. C'est évident qu'à un moment donné, dans la formation, on parle effectivement des endroits où on vient toucher nos points de sensibilité et où forcément, dans ces cas-là, on n'a plus forcément tous nos moyens, toutes nos ressources habituelles. Donc, la communication non violente, ça va nous aider un petit peu à identifier ça. On va pouvoir prendre un peu de recul. Après, on n'ira pas dans le cœur s'il y a une blessure en fait d'enfance, parce que on va dire c'est pas le lieu thérapeutique entre guillemets. Donc on va explorer en partie et après si on veut explorer plus loin, ça demande d'être accompagné de manière individuelle ou bien de faire des cursus de formation qui sont autour des blessures. Mais voilà, donc ça donne plus de conscience et plus de moyens, même si on va pas tout au fond de la blessure en question. Je sais pas si ça répond à la question. Si, c'est très correct, mais parce qu'on n'a pas tous des blessures énormes, mais il y a toujours des petits couacs à régler. On pourra utiliser ces méthodes-là, quoi. Exactement. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Adeline, est-ce une formation certifiante? Ça va si je lis comme ça quand il y a des... Oui, alors, c'est une formation. Alors, les ateliers des clics en famille, vous avez une attestation, comme quoi vous avez fait des ateliers avec des clics. Par contre, ça n'équivaut pas à un module 1 ou un module 2. Donc après, parce que là, on est vraiment sur la parentalité et donc on a fait un cursus spécifique à la parentalité. Si après, vous avez envie d'avoir vos modules de base en communication non violente, par ailleurs, ça demande d'aller se former avec un formateur certifié de la FFCNV, Association française de la communication non violente, pour faire les modules de base. Et là-dessus, je me souviens plus ce que tu m'avais dit. Je crois que j'avais posé la question, que c'était possible de le faire à distance. Et je crois que tu m'avais dit que c'était mieux d'être en présentiel. Enfin, je me demandais s'il y avait des sessions qui pouvaient se faire sur Zoom, justement, sur les modules de base. Peut-être avec... Là, je crois pas trop que ça existe. Alors, si jamais, j'ai une collègue à moi, Justine, qui est dans les participants. Si tu as une autre information, Justine, je veux bien que tu complètes. En fait, pendant les confinements, c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait un peu certains formateurs qui faisaient une partie des modules à distance pour faciliter les choses. Mais la position de la FFCNV, c'est de dire que c'est important à un moment donné d'être en présentiel. On ne peut pas faire tous les modules de base à distance. Voilà. En tout cas, moi, c'est ça les informations que j'ai pour l'instant. Est-ce que Justine, tu confirmes? Oui, bonjour à tous. Je confirme que c'est vraiment la position de la FFCNV de vraiment promouvoir cette conscience de
aussi de voilà, toute la relation corporelle, voilà, en plus, hein, qui fait partie de la communication, en fait, hein, de la mise en relation. Après, je sais qu'il y a des formateurs qui font néanmoins, hein, qui font, tout en disant que il vaut mieux faire des formations en présentiel, mais qui proposent quand même, dans le cas où on ne peut pas faire une formation en présentiel, des formations en ligne. Voilà, il y en a quelques formateurs. Si vous allez sur le programme de la FFCNV, il y en a quelques-uns qui proposent ça. Avec toujours cette mention-là, hein, que c'est plutôt dans le cas où vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. D'accord. Merci Justine. Merci. Et donc Laetitia, alors moi je suis à Marseille actuellement. Et Justine, tu es dans parce que Justine, elle va commencer là, à faire des ateliers déclic en famille. Toi, tu es dans le sud-ouest. Oui, je suis dans l'Aude. Dans l'Aude. Voilà. Donc Carcassonne-Narbonne. Voilà. Super. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on peut clôturer là. Et puis se retrouver peut-être bientôt avec certains d'entre vous. Ce serait chouette, on arrive à faire un groupe. Ça me plairait. Oui, avec plaisir. De toute façon, une fois qu'on aura suffisamment de réponses, on verra comment organiser ça. Ouais. Exactement. Eh bien, très bonne soirée. Encore un grand merci à tout le monde et à toi, Caroline. Merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.